Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je suis Roger Cagnard, directeur financier de la MACSF, et on se retrouve d'abord pour vous souhaiter une bonne année, tout simplement. Et puis, peut-être avant de démarrer sur les performances de notre assurance vie, vous signaler qu'on a une petite évolution de notre logo, vous l'aurez remarqué. Donc, on n'est vraiment pas éloigné de notre M rouge, on a juste une évolution stylistique. On espère que ça vous plaît. Et puis, on vous a mis en illustration, évidemment, notre bateau qui a pris son départ de l'île d'Ouessant le 23 décembre avec Guirec Soudé pour essayer de battre le record du monde de Tour du Monde à l'envers. Allez, on démarre avec un plan assez simple, vous allez le voir, hein, puisqu'on a juste deux parties. Une première partie très classique pour vous expliquer les performances de votre fonds en euros, et puis une partie 2 tout aussi classique où on va revenir sur les performances de toutes nos unités de compte et laisser la place à des questions. Ne vous inquiétez pas, on devrait dépasser à peine une vingtaine de slides, donc pas trop de slides pour laisser le temps à des questions. Donc on commence directement par le résultat des courses. Le résultat des courses, vous le connaissez certainement déjà tous. Le taux net du fonds en euros reste multi-support, 3,15%. Donc, ce que vous voyez sur le graphique, c'est que nous maintenons, et on y tient beaucoup, une bonne performance sur notre fonds en euros et un écart de performance avec la moyenne des autres fonds en euros du marché d'environ 50 centimes. C'est bien l'objectif du fonds en euros RES, c'est de surperformer le marché dans la durée et ce d'environ 50 centimes. Une fois de plus, cette année, normalement, on devrait bien être à 50 centimes d'écart puisque la moyenne du marché est attendue à 2,65. Voilà. Donc c'est la base pour nous d'un bon contrat d'assurance vie, c'est d'avoir un bon fonds en euros avec une performance de qualité. Alors si je continue, ce qu'on peut souligner, c'est que on a bien respecté nos convictions et nos convictions, vous les retrouvez sur la slide suivante. La première d'entre elles, je viens de vous le dire, c'est le maintien de la performance et même une légère amélioration. Je crois que effectivement, il y a peu d'écart entre 3,15 et 3,10, mais je dirais le signal qu'on a voulu envoyer en augmentant de 5 centimes, c'est un signal de confiance dans notre capacité à continuer de délivrer une très bonne performance sur notre fonds en euros. Ensuite, le deuxième point important, c'est cette notion d'équité. Ça veut dire quoi en assurance vie? Ça veut dire que tous nos sociétaires vont bénéficier de ce 3,15. Il n'y a pas de génération de contrat, il n'y a pas de bonus en fonction du nombre d'unités de compte que vous avez dans votre contrat. Donc, tous nos assurés bénéficient de manière égalitaire de la même rémunération. Le troisième point, c'est la transparence et notamment le fait qu'on vous garantit toujours, que ce soit sur notre fonds en euros ou sur nos unités de compte, de vous proposer les supports avec les frais parmi les plus bas du marché. Le quatrième point, en haut à droite, on y tient beaucoup, c'est l'indépendance du conseil. Vous savez qu'on a 100 experts et spécialistes patrimoniaux à votre service qui ne sont pas commissionnés et dont le seul objectif est de délivrer le meilleur conseil. Donc vraiment pour nous, c'est un point important. On croit au conseil, on croit à la proximité, on pense que quand quelqu'un choisit d'investir son épargne, il doit être en confiance et accompagné, et donc et surtout avec un conseiller qui n'est pas intéressé à proposer le produit qui a le plus de frais, et c'est clairement pas le cas chez nous. On a également une conviction qui demeure, c'est celle de la nécessité d'innover. On va le voir, hein, c'est la dernière partie de ma présentation, mais on a une gamme simple, complète, performante, mais on l'enrichit année après année avec des solutions dont on pense qu'à la fois elles correspondent à ce que vous attendez et aussi qu'elles correspondent à l'environnement de marché. Voilà. Après, la maîtrise des décisions, ça reste évidemment essentiel, hein. Toute la gestion d'actifs du fonds en euros est réalisée entièrement en interne, on ne délègue pas. Et enfin, on respecte nos engagements RSE puisque, alors c'est un peu compliqué à expliquer, on a 28% d'investissement durable. Retenez que la moyenne des acteurs du marché est en dessous de 28%. Et pour vous donner un exemple, ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, quand on a participé au consortium d'investissement qui a pris le contrôle de Emeis, le nouveau nom d'Orpea, eh bien, il y avait trop de controverses pour que le groupe puisse être considéré comme un investissement durable. Depuis, il y a eu d'énormes progrès faits et désormais, Emeis rejoint l'intégralité des investissements durables que nous réalisons et on atteint un taux de 28% et donc il y a un engagement de progresser également sur ce point-là. Alors après, un petit slide juste pour, si j'arrive à récupérer la main dessus,
Je vais vous le passer. Voilà. Avec un petit rappel de ce que je viens de vous dire, un peu plus détaillé, hein. Donc, pour faire du conseil, évidemment, on a besoin d'avoir de plus en plus de conseillers patrimoniaux. On atteint une centaine de conseillers patrimoniaux. Et la qualité du conseil, je dirais, elle vient également du fait que ce sont des gens avec qui on échange très, très régulièrement, tous les 15 jours, sur l'actualité, les performances de notre gamme, l'actualité financière. Donc, tout ce qui concerne la sphère financière, eh bien, donne lieu à des échanges extrêmement réguliers. Donc, on les retrouve dans leurs séminaires régionaux, on vous retrouve, vous, les assurés, sur le terrain quand on organise des soirées, mais on a une relation très proche avec tous nos conseillers patrimoniaux qui, donc, ont une gamme qu'ils connaissent très bien et sur laquelle on échange avec eux pour répondre à toutes leurs questions et sur laquelle on peut même être clairement challengé. Après, bon, il y a les services en ligne, hein. Depuis ce matin, vous constatez que toutes les données sont à jour et vous pouvez les retrouver, que ce soit dans votre espace personnel ou sur l'application mobile. Vous avez tout qui est à jour depuis ce matin. On est soucieux évidemment d'innovation technologique. Et puis le dernier point important, on est très vigilant sur cette notion de conseil en épargne et on a été récompensé par le magazine Challenge dans le cadre d'une enquête mystère, c'est-à-dire qu'en fait des journalistes de Challenge appellent nos équipes et puis notent les équipes de l'ensemble des assureurs de la place et on a gagné le prix du meilleur conseil en épargne, ce qui est évidemment aussi un point de satisfaction important. Sur la page suivante, peut-être rappeler que ce 3,15, en fait, qui a pu être challengé à un moment, alors il y a eu un moment où les taux des contrats d'assurance vie étaient challengés tout simplement parce que l'inflation s'est envolée en sortie de période Covid, c'est ce que vous voyez sur ce graphique, et on est revenu complètement dans les clous. Vous avez peut-être vu que l'inflation en Europe est sortie ce matin à 2%, l'inflation en France, elle est à 0,90, donc il est évident qu'avec 3,15 sur un contrat d'assurance vie, eh bien, vous avez bien une création de richesse en étant un épargnant sur un contrat d'assurance vie, donc ça ne détruit pas de valeur, bien au contraire, ça en crée, et ça fait mieux que le livret A, puisque le livret A est à 1,70. On voulait rappeler ces fondamentaux-là pour dire que le fonds en euros, ça reste un excellent produit d'épargne absolument indispensable. Voilà, alors comment on fait? Quelle est la recette? Alors la recette, il n'y a pas de miracle, c'est toujours la même chose. Je vous présente chaque année le camembert d'allocation d'actifs de notre fonds en euros et vous retrouvez une base toujours composée d'obligations. On y reviendra, c'est structurellement un rendement en amélioration. Mais évidemment, la base d'un fonds en euros, c'est des obligations à taux fixe, des obligations à taux variable. À côté de ça, dans notre jargon, on a l'habitude de dire qu'il faut utiliser un maximum de moteurs de performance, c'est-à-dire toutes les classes d'actifs disponibles, investissables, sur lesquelles on va essayer de dégager les meilleures performances. Et vous les avez toutes sur ce camembert. Vous voyez, on utilise, et c'est une particularité du groupe MACSF, à la fois des actions cotées et des actions non cotées. On verra tout à l'heure dans un slide que ça peut être fort utile quand les marchés sont mal orientés. On a 5% de l'immobilier, on a des OPCVM de taux, on a des participations, on a des obligations convertibles, tout un tas d'OPCVM qui sont gérés de manière très active. On a même des fonds d'infrastructure et même des actions de pays émergents. Donc, vous voyez, dans toutes ces classes d'actifs, on va essayer d'aller chercher le complément de rendement pour vous délivrer le 3,15. Si je vous décompose ce 3,15, pour être très clair, là vous avez 3,65. 3,65, pourquoi? Parce que ce que nous devons délivrer, nous, c'est une performance brute de frais de gestion. On prend 50 centimes de frais de gestion, donc on vous donne 3,15. Mais nous, côté financier, il a bien fallu réaliser 3,65. Et vous avez le détail de la composition de ce 3,65 sous les yeux. Vous voyez évidemment la première barre en vert, sans surprise, eh bien, ce sont les obligations à taux fixe qui contribuent d'abord, et puis ensuite, vous avez toutes les classes d'actifs qui sont venues compléter pour atteindre 3,65. On a pris 50 centimes sur les actions cotées, on a pris 0,43 sur les actions non cotées, etc., etc. Vous pouvez le lire, vous l'avez sous les yeux, et ce que vous constaterez, c'est qu'en faisant la somme de toutes ces petites barres, vous atterrissez bien à 3,65. Ça veut dire qu'on a fait 3,65 et donc 3,15 pour vous net, sans prendre un centime dans nos réserves, notre fameuse PPE, provision pour participation aux excédents. Eh bien, on n'a pas eu besoin de piocher dans cette provision. La performance qu'on vous délivre cette année est exactement la performance financière que nous réalisons. Alors, qu'est-ce qui a aidé? Évidemment, ce qui aide beaucoup depuis 3 ans, vous l'avez sous les yeux, c'est la remontée des taux longs. D'accord? Donc, vous avez en vert le taux auquel nous investissons depuis 3 ans sur les obligations. Donc, cette année, nous avons investi 4 milliards d'euros à 3,92. Il est évident que ça aide pour faire 3,15 en net.
il est évident aussi que ça vient remplacer des obligations. C'est la courbe rouge clair, un peu rose, on va dire ça comme ça, que vous avez en dessous et qui vous montre qu'on remplace des obligations qui avaient des taux beaucoup moins intéressants. Donc dans notre jargon, on dit relution. Relution, c'est simple à comprendre, c'est j'achète des obligations avec un taux plus élevé que les obligations qui arrivent à échéance. C'est aussi simple que ça. Et évidemment, ça marche. Et évidemment, c'est un facteur de confiance pour les années futures parce que avec une OAT française à 3,50, 3,60 à 10 ans et même au-dessus de 4 à 20 ans, bah, vous voyez bien qu'on peut embarquer dans la durée du rendement pour le fonds en euros. Et du côté des autres classes d'actifs, eh bien, j'illustre à chaque fois comment on fait pour compléter le rendement des obligations, donc généralement avec les actions cotées, avec les actions non cotées et avec les OPCVM. On a un modèle très équilibré. Ce que vous constatez sur ce graphique, c'est qu'en 2022, quand les marchés actions dans leur ensemble étaient tous mal orientés, on a eu recours très fortement aux plus-values sur le non-coté. Depuis lors, en 2023, en 2024 et en 2025, on a une contribution beaucoup plus équilibrée. Toutes les classes d'actifs contribuent, tous nos OPCVM, le non-coté et les actions cotées. Vous serez peut-être un peu surpris, voire un peu déçu de la taille de la barre rouge, mais ayez en tête que quand on fait des actions en direct, on a des actions européennes, mais aussi des actions américaines, et que de manière extrêmement prudente, on provisionne intégralement la moins-value de change sur le dollar. Et donc, si la barre rouge n'est pas plus haute, c'est tout simplement parce que nous avons provisionné l'intégralité de la moins-value de change sur nos actions en dollars, sans tenir compte, à contrario, de la plus-value latente sur ces mêmes actions. Voilà, je m'arrête là pour le fonds en euros. On va passer à la partie 2. Et la partie 2, on va aller dans quelque chose de plus vaste. On va aller dans notre gamme d'unités de compte, hein. Je rappelle, la base vraiment de contrat d'assurance vie, c'est un bon fonds en euros et doper la performance en ajoutant des unités de compte. On va regarder ce que ça donne dans un premier temps pour ceux d'entre vous qui ont choisi des profils. Donc en fait, vous avez choisi une allocation que nous déterminons à la direction financière. C'est évidemment un conseil totalement gratuit et on essaye de faire en sorte que ce soit performant. Et ce que vous voyez, c'est que notre fonds euro a bien donné 3,15. Notre profil sérénité, je reviendrai tout de suite après en détail sur la façon dont on réalise cette performance, atteint 4,90, le profil équilibre 3,96 et le profil dynamique 7,79. Donc tous nos profils ont bien performé avec une petite déception, je vous l'expliquerai, sur le profil équilibre. Mais le chiffre que je souhaite que vous reteniez, ce qui est pour nous le plus important et qui demande un peu plus de calcul, c'est que sur l'intégralité des 8 milliards d'unités de compte souscrits par vous, la performance moyenne pondérée par les encours est de 8,5%. Donc c'est vraiment ce dont on est le plus satisfait, c'est que quand on fait la performance moyenne pondérée par les encours sur les unités de compte, sachant que 65% d'entre vous ont choisi d'être conseillés et donc sont dans des allocations libres et ont choisi avec nos experts sur le terrain des supports, eh bien en moyenne, les supports qui ont été ajoutés à côté du fonds en euros ont réalisé une performance de 8,5. C'est aussi un très gros point de satisfaction dans la performance de nos supports en 2025. Je reviens un instant pour vous donner quelques explications sur les performances réalisées par les profils. Je vais essayer d'être extrêmement simple. Je vais juste vous faire sérénité et équilibre. Sérénité, vous voyez, il y a 65% de fonds en euros. Donc là, vous avez 65% de 3,15. Et ensuite, vous avez 4 supports. On va le voir juste après. Les 4 supports ont été très performants cette année, que ce soit Euro, JP Morgan Global Income, DWS Concept de Morgan ou DWS Top Dividende. Et donc, comme ces 4 supports-là ont bien performé, au final, vous arrivez à une performance de 4,90 avec 4 bons supports qui sont venus s'ajouter au fonds en euros. Le profil en équilibre est un peu plus décevant. Pourquoi? Vous avez 50% de fonds en euros, je ne reviens pas dessus, vous avez tout un tas de supports qui ont bien marché, et puis vous avez un support qui représente 10% de l'allocation, sur lequel, je vais vous donner des explications juste après, mais c'est un fonds qu'on aime beaucoup, c'est Pictet Global Megatrend Selection. Donc c'est un fonds d'actions internationales thématiques, mais il y a 70% de ces actions qui sont en dollars. Donc on a perdu 13,5 sur le dollar. Et cette grande maison qui est Pictet a sélectionné des convictions de long terme. Et dans les convictions de long terme de Pictet, il n'y a pas les banques, le secteur qui a réalisé la meilleure performance en 2025. Il n'y a pas non plus la défense, le secteur qui a réalisé la deuxième meilleure performance en 2025, ce qui explique que, exceptionnellement,
Ce support-là, on va le voir tout de suite, affiche une performance légèrement négative en 2025. Et j'y viens tout de suite avec le fameux tableau le plus long, le plus compliqué à commenter. Vous l'avez sous les yeux. Alors, ce qui est simple et ce qui est sympa, c'est qu'il y a énormément de verts. Il y a un seul fond négatif, je viens de vous en dire un mot, c'est Pictet Global Megatrend Selection. Pour le reste, on va les regarder ensemble, je répondrai à toutes vos questions, mais les 5 fonds patrimoniaux de notre gamme ont tous très bien performé, d'accord? Que ce soit Carmignac Patrimoine, DNCA, Eurose, enfin, je vous ferai un slide là-dessus pour vous expliquer pourquoi on croit vraiment que mettre un fonds patrimonial à côté du fonds en euros, ça fait beaucoup de sens. En tout cas, les chiffres sur 2025 le démontrent. Et puis, j'ai fait un petit slide. Enfin, je ne l'ai pas fait, c'est les équipes qui travaillent à la MSSF qui les ont fait qu'on peut vraiment remercier de la qualité de ces présentations. Et donc, on regardera en détail les fonds patrimoniaux et vous verrez que sur 3 ans, ils ont tous leur raison d'être. Après, bon, on a notre fonds d'obligation convertible qui a bien rebondi, nos fameux fonds à échéance, j'en dirai un mot. Dans nos fonds d'action thématiques, je dirais, on a beaucoup de motifs de satisfaction. Notre fonds d'action internationale défensive extrêmement résistant, DWS Top Dividende, fait quand même 13,5, c'est très satisfaisant. On a une déception, je ne reviens pas dessus, mais il faut quand même la mentionner, Pictet Global Megatrend Selection. On a 2 fonds thématiques qui réalisent des performances supérieures à 30%. Le fonds de biotech aux États-Unis et le fonds de transition énergétique. Donc vraiment plein de motifs de satisfaction dans la gamme action. Dans les fonds géographiques, un mot quand même. On a un Medi Action, j'ai pas besoin de vous dire qu'on est satisfait du résultat, 16,93. Si vous comparez avec le CAC 40, il n'y a pas photo. Medi Émergent, qui fait une très bonne perf à 17,20. Et puis un fonds dont la perf, là aussi, mérite une explication. Notre fonds d'action américaine, un des rares fonds d'action américaine classés 4 années sur 5 dans le top 10 des fonds d'action américaines. Là, 0,26, évidemment, c'est décevant. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous avez 100% d'actions en dollars, donc 100% de moins 13,5. Il fallait faire au moins 13,5 avec les actions américaines pour compenser ça. C'est ce qu'ils ont fait. Ça donne ce résultat bien maigre de 0,26. Je rappelle juste, et vous êtes très très nombreux à nous faire confiance sur ce fonds, on sait que vous êtes nombreux à le détenir. Je rappelle juste qu'on sort de très nombreuses années de performance exceptionnelle. Vous avez sous les yeux le rappel 2024, 36,55%. Donc aucune inquiétude sur ce fonds. Simplement, malheureusement, cette année, intégralement l'impact de la baisse du dollar. Enfin, en dessous, je termine par ça parce que ça mérite une explication. Or et métaux précieux, 90,88% de hausse. Alors vous avez tous vu que l'or s'est envolé. Retenez que les autres métaux qui composent le support ont fait encore mieux que l'or en 2025, le platine, le palladium et l'argent. Donc on a un support qui est devenu quasiment spéculatif. On vous l'avait présenté comme étant un support valeur-refuge. Ça a pris une dimension spéculative. On n'est pas toujours 100% à l'aise avec ça, mais on est très content d'avoir pu vous le proposer. Et puis on est évidemment très content pour ceux d'entre vous qui ont choisi d'investir dessus en 2025. Nos fonds d'actifs non cotés affichent des performances légèrement en retrait pour ce qui concerne Tikeo par rapport à ce qu'on attend et avec une vraie montée en puissance très réussie sur notre fonds Andera dette privée. Alors, je vais terminer cette présentation par un petit focus. Alors, on l'a appelé focus unité de compte. En réalité, on ne va parler que des nouveautés 2025. Ça devrait aller vite et on va laisser la place aux questions. Donc, dans les nouveautés 2025, je commence par tricher parce que ce n'est pas une nouveauté 2025. On a lancé en 2022 un premier fonds à échéance qui était objectif 2028 avec Edmond Rothschild. Ça a très bien marché. On a lancé 2030 en 2023. On a lancé 2032 en 2024. On n'a rien lancé en 2025, mais je vous rassure, en janvier 2026, on lance objectif 2034, toujours la même recette, toujours avec Edmond Rothschild, toujours, on le pense, avec le même succès, puisque vous avez le chiffre en bas. On a déjà collecté 1,2 milliard sur nos supports fonds à échéance. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la même recette. C'est un fonds qui délivre une performance dès lors qu'on le détient jusqu'à l'échéance, qui est réalisée en grande partie dès le départ, puisque toutes les obligations qui sont achetées ont une même année d'échéance. Et donc, dans le nouveau millésime, toutes les obligations auront une échéance en 2034. Et après, on se repose sur l'expertise, le savoir-faire et le talent de Edmond Rothschild pour faire en sorte que les 140 émetteurs sélectionnés affichent tous des bonnes performances et qu'il n'y ait surtout aucun défaut dans le portefeuille, mais ça, ils savent faire. Et donc, on a délivré la promesse sur les 3 millésimes précédents. Sur le millésime 2034, compte tenu de la poursuite de la hausse des taux,
Toutes choses égales par ailleurs, dans les conditions de marché actuelles, on devrait pouvoir proposer un support qui propose une performance nette assez supérieure à 4%, sans doute aux alentours de 4,20. Donc c'est vraiment la bonne surprise, c'est que le 2034, qui bénéficie d'une maturité un peu plus longue et des tensions sur les taux, va sans doute permettre d'offrir un taux de rendement net proche de 4,20%, ce qui est évidemment une très bonne chose pour venir doper un peu le rendement du fonds en euros. Je continue sur un petit slide, alors à caractère un peu publicitaire, c'est pas une nouveauté 2025, mais c'est ce que je vous avais promis tout à l'heure, c'est de vous faire la comparaison sur 3 ans de la performance absolue et annualisée réalisée par nos supports patrimoniaux sur ces 3 dernières années par rapport au fonds en euros. Donc le fonds en euros, ces 3 dernières années, c'est 3,10, 3,10, 3,15. Ça fait une moyenne de 3,12. Et si vous regardez les supports en dessous, vous voyez que tous nos fonds patrimoniaux, en fait, font nettement mieux que ça sur 3 ans, avec une très bonne performance dans la durée, ça continue avec Eurose. Donc, typiquement, hein, nous, ce qu'on pense, c'est que, d'abord, on pense que notre métier est intéressant et que pour faire ce métier, il faut faire des analyses, faire des études et essayer de faire des bons investissements tout en diversifiant. Donc, en gros, pas acheter des ETF. Et donc, Eurose, c'est une sélection de titres, une sélection de classes d'actifs et ça fait quand même du 5,87 par an en moyenne sur 3 ans. Même chose avec Alpha Bonds, mais là on n'est que dans l'univers obligataire. Même chose avec DWS Concept Cap de Morgan, qui avait été élu meilleur fonds de sa catégorie en 2023, qui réalise à nouveau une bonne performance et qui sur 3 ans affiche une performance de 5,56. Carmignac Patrimoine, alors là, c'est un vrai motif de satisfaction. Parce que Carmignac Patrimoine, la semaine dernière, a remporté le Grand Prix de la Finance 2026. C'est-à-dire qu'il se classe premier dans sa catégorie. Vous voyez, sur 3 ans, en moyenne 6,44. Alors, c'est vrai que c'est un fonds qui a connu des difficultés, ça on le sait. Il y a eu une période plus troublée, mais force est de constater qu'on a bien fait de maintenir notre confiance dans Carmignac Patrimoine, que nos équipes qui suivent le fonds de près n'ont pas suivi la vague de déréférencement qu'on a pu constater chez certains de nos concurrents. Nous, on a préféré travailler avec eux, voir si ça reprenait bien, on va dire, la bonne direction. Bah, aujourd'hui, on a la confirmation, ça a repris la bonne direction puisque il termine premier en 2026. Et puis JP Morgan Global Income, un fonds qu'on a depuis longtemps et qui marche bien aussi. Donc on pense vraiment que les fonds patrimoniaux, surtout dans l'environnement actuel, ont beaucoup de sens à côté du fonds en euros. Je termine avec un petit focus sur les nouveautés 25, comme je vous l'avais dit. En 25, on a fait quoi? On a lancé DNCA Alpha Bonds. Donc là, vous êtes sur un fonds de performance absolue, obligataire, avec un faible risque, qui réalise 4,89 en 2025. Et ce fonds-là, il a connu deux grands succès. Un grand succès chez nous, avec 190 millions d'euros d'encours, et puis un immense succès globalement en Europe, avec 24 milliards d'encours gérés sur ce fonds, qui a l'énorme avantage de permettre, avec un niveau de risque très maîtrisé, d'obtenir une performance supérieure à celle du fonds en euros. Vous l'avez sous les yeux, avec 4,89%. Dernière nouveauté pour conclure, on a lancé un support qui, en termes de performance, n'est pas très vendeur. On a 0,81%, ça ne fait pas rêver. Mais ce qu'on adore, c'est la logique qu'il y a derrière. Je vais vous expliquer le 0,81%. On a lancé avec Pictet un fonds qui s'appelle Pictet Mégatendance Progressif. L'idée, c'est quoi? C'est au départ, les 100% de ce que vous nous donnez est mis en monétaire. Et le fonds va investir progressivement sur 4 ans tout l'argent en actions de manière à lisser les points d'entrée pour obtenir la performance des actions dans la durée. Mais surtout, on a ajouté un mécanisme qui nous plaît beaucoup. Ce fonds investit systématiquement plus rapidement dès lors que le marché baisse de 5%. Donc on a un accélérateur de souscription à la baisse et ça, on pense que fondamentalement, c'est ce qu'il faut faire dans les marchés actions. Les marchés actions sont structurellement haussiers dans la durée, mais il y a toujours des événements défavorables qui se produisent. Et généralement, les événements défavorables sont le meilleur moment pour investir. Je vous prends un exemple. Les Anglais votent le Brexit, le marché décroche de 11%. Tout le monde pense qu'on va reboucher le tunnel sous la Manche. Bon, c'est exagéré, c'est un bon moment pour acheter. Eh bien, ce type de fonds va acheter 2 fois, si on baisse de 11%, va acheter 2 fois des actions et va venir remplir la poche d'actions dans des conditions qui sont favorables. On aime beaucoup ce support.
On pense qu'il faut faire preuve de pas mal de pédagogie pour vous en convaincre, mais on pense que c'est vraiment une façon extrêmement saine d'investir en actions. Et donc, on s'est permis de le rappeler. Voilà, bon après, on va terminer par de la publicité pour vous dire qu'on a une offre de frais sur versement à 0% avec une condition, c'est une condition de durée, puisque cette offre promotionnelle épargne s'étend jusqu'au 31 mars 2026 et elle porte sur tous les versements, que ce soit sur le fonds euro, sur les unités de compte, pour les contrats d'assurance vie et pour les contrats de capitalisation, donc profitez-en. On vous rappelle aussi que pour l'épargne retraite, vous avez plein de moyens d'entrer en conseil en relation avec nous. D'abord, avec votre conseiller dédié, on vous l'a dit, beaucoup d'experts sur le terrain à vos côtés avec des portefeuilles affectés. Et puis, vous retrouvez toute l'actualité sur l'espace patrimoine et finances. Et puis, vous retrouvez également la possibilité de nous joindre par téléphone au 32 33. Alors, on m'a demandé de terminer sur un dernier slide, et ce dernier slide, c'est les perspectives pour 2026. Donc, on m'a magnifiquement illustré ça avec l'oracle devant ces écrans un peu futuristes, là. Donc, mais la boule de cristal, on n'y croit pas trop. On a essayé d'être extrêmement synthétique dans ce qu'on peut vous dire. Et on va commencer, et c'est tout ce que vous avez résumé sur ces points, sur ce qu'on peut dire pour notre fonds en euros. D'abord, et c'est le principal point à retenir, la hausse des taux longs continue d'être un élément favorable pour mieux rémunérer les fonds en euros. Tout ce qu'on collecte comme argent et qu'on investit en obligations à des taux moyens proches de 4%, c'est évidemment favorable pour le fonds en euros. Sur les marchés actions, je dirais on est un peu plus prudent parce qu'on a eu une très très belle année 2025, mais on pense qu'il y aura toujours des opportunités. Simplement, il va falloir être sélectif. Sur le non-coté, on s'attend à maintenir les performances de 2025. Sur l'immobilier, d'abord vous rassurer, il a très bien résisté en 2025 et ça, c'est le fruit d'un travail en profondeur. Alors ça s'appelle de l'asset management, mais ça veut dire en gros que nos équipes immobilières qui gèrent tout le patrimoine en direct font tous les travaux nécessaires pour maintenir la valeur de notre patrimoine. Et enfin, tous nos OPCVM très diversifiés dans plein de classes d'actifs différentes vont nous permettre, on l'espère, à nouveau de compléter le rendement. Donc je dirais qu'on est globalement assez confiant sur les perspectives pour le fonds en euros en 2026. Et sur nos unités de compte, je vais répondre à vos questions, ce sera beaucoup plus simple, mais simplement je voulais vous rappeler, sur notre site internet, tous les mois, vous retrouvez le coin de l'investisseur, un document très complet qui reprend l'environnement de marché, notre actualité, l'actualité de nos supports et nos perspectives sur ces supports. Et pour ceux d'entre vous qui auraient un doute, c'est pas ChatGPT qui rédige, c'est bien nous. Ça prend beaucoup de temps. C'est un gros boulot et c'est un boulot qui est relu par tout le monde. On a quelqu'un qui a la manœuvre chez nous pour le rédiger. C'est relu ensuite par tout le monde et c'est diffusé. Et c'est un vrai travail de réflexion qu'on fait chaque mois. Et donc, je vous invite à le consulter pour ceux d'entre vous qui le souhaitent. Voilà, je suis disponible pour vos questions. 12h59, on a la place pour une demi-heure de questions. Alors, première question de Jean-Michel. Quand proposez-vous des ETF et des titres vifs? Alors, vous allez être déçus. On ne propose pas d'ETF parce qu'on pense que ce n'est pas un moyen sain d'investir. Je vais essayer de vous démontrer ça. Quand vous achetez un ETF, en fait, vous donnez l'ordre à quelqu'un de répliquer un indice et il investit votre argent strictement proportionnellement au poids des valeurs dans l'indice. Donc, plus les valeurs sont grosses, plus il en met. Donc, c'est le meilleur moyen d'acheter beaucoup de valeurs très chères. Donc, nous, on pense que c'est potentiellement même un élément dans la durée susceptible de nuire à l'efficience des marchés. Notre métier, fondamentalement, consiste à regarder une entreprise, regarder la qualité de la progression de ses résultats dans la durée et juger de cette progression de résultats et de l'opportunité d'investir à un niveau de valorisation correct. Un ETF, c'est pas du tout ce que ça fait. Un ETF, ça réplique un indice et ça met toujours plus des plus gros poids de l'indice. Donc, on ne proposera pas d'ETF tout simplement parce qu'on pense que ce n'est pas une façon saine d'investir. Après, on est parfaitement conscient que les jeunes générations sensibles à la gamification ont tendance à utiliser leur mobile pour acheter des ETF. On ne peut pas les en empêcher, mais on pense que ce n'est pas la meilleure façon d'investir. Alors, existe-t-il un intérêt à garder les anciennes SCPI? C'est la question la moins drôle à laquelle je vais devoir répondre.
Donc, nos SCPI, comme toutes les SCPI, ont connu des baisses de valorisation en lien avec la crise de l'immobilier. Pour mémoire, on a deux SCPI. Une SCPI de bureau, Rivoli Avenir Patrimoine. Donc, c'est une SCPI qui a très rapidement ajusté sa valorisation, qui a été très honnête et qui a été très critiquée parce qu'elle a ajusté rapidement sa valorisation. Donc, aujourd'hui, je dirais, il n'y a pas de raison de sanctionner les gens qui ont été honnêtes et qui n'essayent pas de vous faire croire que les SCPI ont baissé. Ils ont baissé très vite, ils ont baissé assez fort. Aujourd'hui, vous avez une valorisation qui reflète bien la valorisation du patrimoine sous-jacent, donc il n'y a pas de raison de céder Rivoli Avenir Patrimoine. Il n'y a absolument aucune raison parce qu'ils ont été très transparents et ils ont ajusté rapidement. Alors, on n'est pas satisfait d'avoir un support qui baisse dans notre gamme, c'est évidemment pas la question. Je ne vais pas vous dire qu'on est content d'avoir un support qui baisse, hein, ce n'est pas mon métier, mais en revanche, on est satisfait d'avoir un acteur qui a été honnête et transparent, et donc on dit qu'aujourd'hui, sur la valorisation actuelle, finalement, c'est un moyen de rentrer à la juste valeur et après une baisse significative sur un patrimoine de bureaux de qualité, donc aucune raison de liquider. Même chose sur Primovi, notre deuxième SCPI, spécialisé en immobilier de santé. Là aussi, les valorisations ont été ajustées. Là aussi, on n'est pas content de la baisse, mais rien n'a été dissimulé. Quand je dis rien n'a été dissimulé, je ne donnerai pas de nom parce que je n'ai pas le droit, mais des SCPI qui vous expliquent que pendant toute cette période, elles ont soit maintenu leur valeur, soit continué de progresser, dites-vous qu'il y a certainement un loup. Et comme dirait Martine Aubry, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Allez, je continue. Ah, les placements d'assurance vie luxembourgeois, on ne propose pas ça non plus. Euh, on pense qu'il y a un certain nombre d'avantages, mais que en revanche, et on l'a vu avec le défaut d'une compagnie d'assurance vie luxembourgeoise en 2025, c'est pas parce que vous allez au Luxembourg que vous êtes parfaitement garanti de la sécurité de votre épargne. Donc, on vous invite quand même à être extrêmement prudent et à conserver du moins une partie de votre épargne chez un assureur vie français de qualité, parfaitement encadré par la réglementation et les autorités de tutelle. Le marché des actions espagnoles a progressé fortement. Cette situation va sans doute se prolonger. Alors, la plus grosse plus-value, donc quand je vous ai donné le détail de la contribution au taux du reste cette année, si je rentre un peu plus dans le détail, dans la poche action, la plus grosse plus-value réalisée cette année, c'est sur Santander. Donc oui, le marché espagnol a extrêmement bien performé l'année dernière, mais attention, c'est un marché où la majorité des sociétés cotées sont des banques et le secteur bancaire a affiché des performances à trois chiffres. Je dis bien trois chiffres. Donc les banques espagnoles ont progressé de plus de 100% en 2025. On va essayer, et on travaille déjà dessus, de trouver des solutions d'investissement dans des banques en 2026 pour essayer d'aller chercher de la plus-value. Mais attention sur l'Espagne, quand même, l'année 2025 a été tout simplement exceptionnelle. Petite question concernant le fonctionnement et l'utilisation de la réserve, qui n'a pas été utilisée, oui, ça je le confirme. Si cette cagnotte n'est jamais redistribuée, nous sommes perdants. Ah non, 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 pas du tout. On a une obligation réglementaire de vous la distribuer sur une durée de 8 ans, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, mon métier, c'est de faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de puiser dedans pour vous délivrer la performance. Donc c'est normal quand je présente que je vous dise que je suis satisfait parce qu'on n'a pas eu besoin de puiser dedans. En revanche, ce qui est important que vous ayez en tête, c'est que on a gardé cette réserve et que une année où les marchés seraient moins bien orientés, on n'hésitera pas à aller puiser dedans. Simplement, cette année, les marchés ont été bien orientés, on a réussi à faire la performance sans aller puiser dedans, donc on le dit parce qu'on en est plutôt satisfait. Mais ce qui est important que vous ayez en tête, c'est qu'on a rattrapé les meilleurs assureurs du marché en matière de taux de réserve sur les provisions mathématiques. Donc en gros, on fait partie des assureurs qui ont le plus de réserves à vous donner en cas de coup dur, parce que les autres, dans cette course à l'amélioration des rendements, dans les années précédentes, sont allés puiser dedans. Donc désormais, on est un de ceux qui détient le plus de réserve pour venir compléter le rendement en cas de coup dur. Vendre ou conserver au FI Precious Metal en 2026? Oh là là là. Alors, je ne suis pas à l'aise avec cette question. Pourquoi? Parce qu'on a rajouté ce support en se disant il nous faut une valeur refuge dans notre offre en unité de compte
Et donc, dans une logique de construction de portefeuille, on a dit, bah, si un de nos assurés veut mettre pas trop de fonds en euros, pas mal de support actions, c'est bien qu'en cas de coup dur, il ait aussi la possibilité d'allouer une partie de son épargne sur l'or et les métaux précieux, parce que ça jouera le rôle de valeur refuge. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2025? Les marchés ont été très bien orientés et l'or et les métaux précieux se sont envolés. Donc, résultat, au lieu d'être une valeur refuge, c'est devenu une valeur extrêmement spéculative. On se garde bien d'avoir des prévisions sur l'évolution. On est très content d'avoir été très précurseur pour le proposer dans notre gamme en unité de compte. Mais vous comprendrez que donner un conseil après une performance de plus de 90% en 2025, c'est quand même très difficile. Et surtout, ça ne correspond plus à notre logique de départ qui était de dire oui, vous devez en mettre parce que c'est un amortisseur et c'est un support refuge en cas de coup dur sur les marchés. C'est devenu une valeur spéculative. On est moins à l'aise pour la conseiller. À combien se montent les réserves de participation aux bénéfices? Bah là, les réserves de participation aux bénéfices, hein, je vous l'ai dit, on a au moins 0,8% en réserve. Donc, j'ai le chiffre dans l'absolu en millions d'euros, mais on a largement rattrapé la moyenne. Donc, il n'y a aucun problème pour, en cas de coup dur, c'est-à-dire en gros en cas de mauvaise orientation des marchés, aller puiser dedans pour compléter le rendement du fonds en euros. Quel est votre avis sur l'avenir du profil équilibre? Alors, quand je vous ai fait le détail du profil équilibre, je vous ai dit sa composition. Donc, on revient un instant dessus. Vous avez 50% de fonds en euros, et puis vous avez tout un tas de supports à côté. Et parmi ces supports, vous avez deux supports, en réalité, qui ont des performances un peu décevantes. Donc, le premier d'entre eux, j'en ai parlé, c'est Pictet Global Megatendance. Donc, ce support-là, je dirais, en quelque sorte, il n'y a aucun doute dessus. C'est un très, très bon fonds action, un fonds qui, depuis sa création, a délivré en moyenne une performance nette comprise entre 8 et 9%, et qui cette année fait moins 2, je n'ai plus mon chiffre sous les yeux, mais moins 2, quelque chose. Donc, pourquoi? Bah, parce que les thématiques de Pictet, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, dedans, il n'y avait pas les banques et il n'y avait pas la défense, et il y a 70% d'actions en dollars. Ça reste un excellent fonds action. Ça reste donc un support qui a toute sa place dans le profil équilibre, qui a pénalisé le profil équilibre en 2025, mais qui reste un excellent fonds. Les trois autres fonds avant, il n'y a pas de sujet, hein, puisque c'est des Douglas, Concept, Kaldemorgan, Morgan, un fonds patrimonial de très bonne qualité, et puis Eurose, qui marche très bien. Vous avez un peu de dette privée, donc vous avez un peu dans des dettes privées dont le rendement va continuer de progresser en 2026, hein, parce que c'est un fonds qui monte en charge et qui investit progressivement, qui aujourd'hui n'est investi qu'à hauteur de 55 millions sur un fonds de plus de 200 millions, et qui malgré tout réalise déjà une très bonne performance cette année, donc ça va continuer de progresser. Vous avez 10% de DWS Top Dividend, qui est un fonds action défensif international qui privilégie le rendement. Donc en gros, le fait qu'il ait fait plus de 13% cette année, c'est un très beau résultat parce que dedans, vous retrouvez uniquement des valeurs défensives, du Novartis, du Nestlé, ce type de valeurs. Et donc, bah, dans un marché bien orienté, en général, ces valeurs-là font moins bien que le marché. Et malgré tout, ça fait 13,5 cette année, mais c'est un fonds très défensif pour le cas où ça ira moins bien. Et puis après, vous avez deux supports qui ont moins bien marché, Pictet, mais qui a toute sa place. Et puis un fonds de valeur moyenne européenne qui lui aussi affiche une performance un peu décevante, hein, c'est Échiquier Agénor. Et on pense que ce support devrait enfin retrouver des performances plus correctes en 2026. Donc je dirais, le profil équilibre, il nous semble toujours bien positionné et il nous semble bah, donner du potentiel sur 2026. Conseillez-vous pour 2026 d'investir dans les fonds 100% obligataires? Alors, euh, on a, en matière d'investissement obligataire, on a deux offres. La première, extrêmement simple, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, ce sont les fonds à échéance. Et à partir de fin janvier, vous allez avoir la possibilité d'investir dans Edmond Rothschild, l'objectif 2034. Et là, vous allez bénéficier d'un contexte toujours plus favorable et plus favorable que sur 28, 30 et 32, puisque les taux ont continué de monter. Donc sur ce support-là, toutes choses égales par ailleurs, dans les conditions de marché actuelles, vous allez avoir la possibilité d'embarquer du 4,20 net. Donc, est-ce que on pense que c'est une bonne opportunité pour doper le rendement du fonds en euros? Clairement, la réponse est oui. Donc, on continue d'être extrêmement favorable à nos fonds à échéance.
et en particulier sur le nouveau, le 2034, qui vous sera proposé dès le 29 janvier. Après, on a un autre euh, fonds obligataire, mais c'est un fonds, je vous ai dit aussi, enfin, c'est des NCA Alpha Bonds, qui a eu beaucoup de succès, qui a très bien marché, mais ce n'est pas un fonds obligataire qui se contente juste d'acheter des obligations. Parce que les obligations, pour vous, c'est un produit extrêmement sûr, mais si vous les achetez en valeur de marché, la valeur de marché de ces obligations va fluctuer dans le temps en fonction du niveau des taux d'intérêt, et on ne voulait pas proposer un fonds obligataire purement directionnel. Donc on fait confiance, comme beaucoup de personnes désormais, à des NCA pour surfer dans différents types d'obligations, éventuellement bénéficier de tensions sur les taux d'intérêt. C'est ce qu'ils ont réussi à faire depuis le début. Et donc on pense qu'on a aussi un très bon fonds, mais dit de performance absolue, c'est-à-dire dont la performance ne dépend pas de l'orientation des taux d'intérêt. C'est ce que vous voyez, puisque c'est un fonds qui, cette année, réalise une bonne performance dans un environnement où globalement les taux d'intérêt ont monté. Donc on veut un fonds qui puisse progresser, que les taux montent ou que les taux baissent. Et c'est ce qu'on vous propose. Donc on pense que vraiment les deux types de fonds obligataires, que ce soit fonds à échéance ou des NC Alpha Bond, sont des bons conseils d'investissement pour 2026. Existe-t-il un fonds sur le marché défense? Non. Alors on n'a pas de fonds thématique défense. On a deux fonds thématiques qui ont très bien marché cette année. On a un fonds transition énergétique et puis on a un fonds de biotechnologie américaine. On n'a pas choisi de constituer un fonds thématique défense. En revanche, bien sûr, à la fois sur le fonds en euros et dans notre support, et en particulier sur Mediaction, bah, vous avez une allocation sur les valeurs de défense qui continue, hein, je pense que votre question vient de là, de tirer les marchés à la hausse, puisque depuis le 1er janvier de cette année, c'est déjà Thales qui affiche la meilleure progression, mais on n'a pas de fonds thématique défense. Du fait de la politique économique américaine agressive ces derniers mois, faut-il prévoir une moindre exposition dans les profils de gestion à l'avenir? Je vais répondre de manière un peu provocatrice. L'année dernière, en 2025, de manière assez étonnante, ce sont les actions américaines qui ont réalisé la moins bonne performance par rapport à toutes les autres zones géographiques. Et nous, il nous semble que c'est plutôt une occasion de s'intéresser aux actions américaines, quand en plus, vous avez en tête que si le support, et c'est le cas de notre support JP Morgan, n'est pas couvert de risque de change et donc a subi la baisse du dollar, il nous semble qu'aujourd'hui, acheter les actions américaines avec un dollar qui est revenu à un niveau de valorisation beaucoup plus raisonnable et avec le potentiel incroyable de l'économie américaine, en particulier dans le secteur technologique, on n'a pas vraiment l'intention de réduire l'exposition aux actions américaines. Quelles sont les perspectives de Tikeo qui est décevant pour l'instant? Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai que Tikeo est un fonds de dette privée qui déçoit un peu cette année parce que, je vais essayer de vous expliquer, on a 56 financements dans ce fonds et sur ces 56 financements, un certain nombre de lignes ont nécessité des provisions et ce, 7 trimestres de suite. Ça veut dire que les provisions sur les lignes qui ont connu des difficultés ont affecté la performance de 2024 et la performance de 2025. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'il n'y a pas de nouveaux émetteurs en difficulté. Donc, on est toujours sur les mêmes entreprises qui connaissent des difficultés. La bonne nouvelle, c'est que plus le temps passe, plus ces dossiers-là sont provisionnés. Et donc, moins l'impact de provision future va être important sur la progression de la valeur liquidative du support. Donc, je dirais, on a traversé une crise. Ce qu'il faut peut-être se dire, c'est la période plus difficile pour les PME et ETI françaises. On l'a connue en 2024, on l'a connue en 2025. Donc, les performances de TFE sont décevantes. Une fois de plus, ça reste des performances positives. Une fois de plus, on est très vigilant à ce que toutes les lignes qu'il nécessite soient bien provisionnées. Donc, on espère vraiment que l'année 2026 sera une année de rebond sur Tikeo Financement Entreprise. Oh là là, est-ce que j'ai les rendements de dynamique et sécurité sur 20 ans? On a créé la gamme en 1998, je m'en souviens, c'est l'année de la Coupe du Monde de foot. Je ne sais pas en quelle année on a créé les profils. On pourra vous transmettre
Les historiques très longs, parce que ça, on les a, peut-être pas sur 20 ans, sur 10 ans, c'est certain, sur 20 ans, c'est pas certain. On les a en stock et on pourra vous les transmettre. Ce que vous constaterez, je vous donne tout de suite le résultat, parce que je le connais, c'est que vous allez constater qu'on a un bon fonds euro, ça vous le savez, qu'on a un profil sérénité qui marche très bien, qu'on a un profil dynamique qui marche très bien, et vous verrez que par moment, sur le graphique, sur une période longue, le profil équilibre vient rejoindre la performance du profil sérénité, et c'est, je dirais, le seul problème de notre gamme, c'est que parfois, et c'est le cas encore cette année, malheureusement, équilibre ne fait pas mieux que sérénité. C'est, je dirais, en toute transparence, le seul problème de notre gamme de profils. Que pensez-vous de private equity? Alors, private equity, chez nous, ça se résume à deux supports, Andera dette privée et Tikeo financement entreprise. Deux supports, je le redis, de dette non cotée, avec des acteurs très professionnels. Et puis, on a une allocation alors plus directe en private equity dans le fonds en euros. On l'a toujours conçu, cette allocation, comme étant un moyen d'avoir des plus-values réalisables, même quand les marchés actions sont mal orientés. C'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure sur le graphique de contribution en 2022. Quand vous avez les taux qui montent, les supports obligataires qui baissent et tous les marchés actions qui baissent, et qu'en gros, vous avez la plupart des actifs financiers qui réalisent de mauvaises performances, vous avez besoin d'avoir des actifs qui ne sont pas sensibles aux fluctuations des marchés dans leur ensemble. Et ça s'appelle le non-coté au private equity. Donc on continue de penser que c'est une excellente allocation de l'épargne que vous nous confiez. On a vu en fait la contribution du non-coté diminuer un peu en 2023, en 2024 et en 2025, mais ça reste très favorable. Je vous l'ai montré sur un graphique. Malgré tout, ça a diminué. On se voile pas la face. On sait que le private equity a moins bien performé en 23, en 24, en 25, mais on affiche toujours des performances en termes de contribution dans le fonds euro supérieures à 5%. Donc globalement, ça améliore le rendement de l'actif. Est-ce que ça va s'améliorer dès 2026? Sur le dernier slide de la présentation, vous avez vu que je vous ai mis une perspective de rendement équivalente en 26 à 2025. Donc, on ne pense pas que ça va redémarrer, mais ça restera un contributeur très favorable pour le fonds en euros. Et on est très confiant dans nos deux supports de dette non cotés. Dans Tikeo, parce qu'il est désormais bien provisionné. Et dans Andera, parce que la montée en puissance se passe bien et que les dossiers qui rentrent sont des dossiers de grande qualité. Prévoyez-vous de nouveaux supports? Alors, le premier d'entre eux, c'est celui du 29 janvier, c'est le fonds à échéance 2034 avec Edmond Rothschild. On va bien entendu, comme toujours, essayer de proposer un nouveau support en 2026. On travaille beaucoup sur le sujet. On aimerait ajouter un support, alors je fais toujours attention avec la terminologie, mais on aimerait ajouter un support dit de performance absolue. Donc pour être prudent, je vais dire à objectif de performance absolue, hein. C'est ce qu'on m'a demandé de faire, donc je le fais. À objectif de performance absolue. Et donc on a un support objectif de performance absolue qui s'appelle DNCA Alpha Bonds qui utilise toutes les possibilités sur les obligations. On aimerait bien avoir la même chose sur les actions. Un changement de rapport dollar-euro en faveur du dollar va-t-il mécaniquement améliorer la performance de JP Morgan US? Oui. Donc si le dollar se reprend, c'est évidemment très favorable sur deux supports de notre gamme, JP Morgan Global US et Pictet Global Megatrend, puisque dans un cas, c'est 100% dollars et dans l'autre cas, c'est 70% dollars. Quelle perspective pour les obligations? Ce que je vous ai dit, c'est que on pense que la hausse des taux est durable, donc on pense que le fait d'avoir des taux d'intérêt élevés est très favorable pour le rendement des fonds en euros, puisqu'on pense qu'on sera à nouveau capable en 2026 d'investir tout l'argent que vous nous confiez sur des obligations à taux fixe avec des rendements élevés, et que ces obligations viendront remplacer des obligations souscrites il y a 10 ans à des taux nettement plus bas. Quel profil contient le plus d'actions axées sur la défense? Oula, question piège. Euh, je vais essayer de répondre de manière extrêmement concrète. Compte tenu de la performance réalisée par notre support Médiaction et compte tenu du fait que les deux secteurs sur lesquels il fallait être présent absolument en 2025 sont les banques et la défense, on peut penser que Médiaction avait parfaitement joué
le thème de la défense. Je fais un point avec eux pour en être certain vendredi. Donc, votre question arrive juste un peu tôt, mais on peut vraiment faire confiance à Medi Action pour avoir surpondéré ce secteur de la défense en 2025 et être parfaitement à même de proposer d'en bénéficier aussi en 2026. Se diversifier sur médias émergents est-il une bonne idée ou faut-il rester à l'écart? Une fois de plus, hein, vraiment pas de boule de cristal. Nous, on, on continue d'avoir dans l'actif général du fonds en euros une exposition aux actions des pays émergents. On continue de penser qu'aujourd'hui, c'est une classe d'actifs très intéressante. On pense que globalement, si je prends pour simplifier la Chine, vous avez encore aujourd'hui le moyen d'investir dans les valeurs de technologie qui vont bénéficier de l'IA, hein. Je rappelle qu'il y a quand même eu un moment où les marchés ont été très troublés par le lancement de DeepSeek et que DeepSeek, ce moteur d'IA, n'a pas disparu et qui continue d'être amélioré. Donc ça, c'est quand même tout à fait investissable à travers les actions chinoises. Si on prend, et c'est un peu triste pour nous, mais si on prend les véhicules électriques, je crois que malheureusement la bataille est en train d'être gagnée par les Chinois. Et dans plein de domaines, on pense que, il y a beaucoup de pays d'Asie qui sont extrêmement bien positionnés. Donc sur la partie pays émergents, je dirais qu'on pense que c'est plutôt bien d'en avoir. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, dans une optique vraiment de long terme, on n'a pas hésité à mettre le support dans le profil le plus agressif, hein. Vous avez 10% de médias émergents dans le profil dynamique parce qu'on pense qu'à long terme, c'est une thématique qui mérite de figurer dans les portefeuilles. Sérénité ou équilibre, lequel conseillez-vous? Compte tenu des résultats passés et des excellentes performances de Sérénité, j'ai un peu de mal à vous dire autre chose que Sérénité. Est-ce qu'on va faire un fonds sur l'IA? Non. Parce que, regardez, on se méfie beaucoup des fonds thématiques et surtout on se méfie beaucoup des effets de mode. C'est-à-dire que en 2000, alors j'essaie de ne pas dire de bêtises, mais je voudrais illustrer mon propos pour que vous compreniez bien pourquoi on n'est pas toujours très favorable aux fonds thématiques. Le fonds thématique, en 2023, vous m'auriez tous demandé de faire un fonds thématique luxe. En 24 et en 25, les valeurs du secteur luxe ont déçu. Pourquoi? Parce que quand vous avez des fonds thématiques dans certains secteurs qui font l'unanimité et qui sont massivement achetés par les investisseurs, on va prendre l'exemple LVMH, vous vous retrouvez à créer un fonds thématique luxe avec LVMH à 900 euros et c'est surtout pas le moment où il faut le faire. Même chose sur Hermès, même chose sur l'ensemble des valeurs luxe. Donc, c'est pas que la thématique soit pas bonne, c'est que vous prenez le risque à aller sur le thème le plus à la mode et le plus recherché par les investisseurs, d'entrer au moment où les valorisations sont très élevées. Donc on est globalement assez prudent, on va dire ça comme ça, sur le lancement de fonds thématiques. On pense qu'on a des fonds qui sont parfaitement capables d'arbitrer entre les secteurs et de vous permettre d'investir sur cette thématique. Après, si vous voulez avoir une forte exposition sur l'IA, bah, évidemment, notre meilleur support, c'est le fonds d'action américaine de JP Morgan, hein, puisque vous connaissez la logique du marché américain, je ne vais pas revenir dessus, hein, c'est que vous avez 35% du marché qui est représenté par 7 valeurs qu'on appelle les Magnificent Seven, et que parmi ces 7 valeurs, vous avez globalement tous les géants de la tech aux États-Unis. Donc si vous voulez vous exposer à cette thématique, on a un très bon fonds d'action américaine. Quid de l'État qui lance sur l'assurance vie? Bah là, oui. Alors, on a eu pas mal de choses très intelligentes, hein, comme le fait de considérer que l'assurance vie, c'était du capital non productif. Mais enfin, tout ça est dernier à nous. On a échappé à toutes les menaces et aujourd'hui, il n'y a aucune raison de s'inquiéter sur une quelconque remise en cause du statut de l'assurance vie. Faut-il conserver Medi Convertible? Alors, je comprends votre question parce que Medi Convertible a été décevant pendant quelques années. Et enfin, à la suite quand même d'un travail de notre part, hein. Quand on dit qu'on fait de la sélection, si vous vous souvenez bien, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, on proposait deux supports de convertibles, on n'en propose plus qu'un. Qu'est-ce qu'on a fait? On avait un fonds de convertible européen, on avait un fonds de convertible mondial. Ça ne se justifiait plus, on a dit on en propose un seul, c'est un fonds de convertible monde, et on va surveiller de très près la qualité de la gestion des résultats.
On a gardé Ophi comme partenaire, parce que c'est le partenaire historique sur Mehdi Convertible, et on a dit Mehdi Convertible, on veut désormais que ce soit un fonds convertible au monde, et on va essayer de limiter les contraintes sur sa gestion pour que le fonds puisse profiter de toutes les opportunités. Résultat, cette année, Mehdi Convertible affiche une performance de 12%, qui est très satisfaisante. Donc on est content du résultat de cette année, on est bien conscient qu'il y a eu des performances décevantes dans les années précédentes, mais on pense que c'est un fonds qui est sur la bonne voie. Le profil Tonus est-il le même que Dynamique? Alors, c'est une question compliquée parce on a des profils qu'on commente lors de cette conférence de presse. Ce sont tous nos profils en assurance vie et qu'on appelle des profils permanents. Ça veut dire que les allocations, je vous les ai projetées à l'écran tout à l'heure, vous les connaissez et elles font l'objet de deux types d'arbitrage seulement. Un rééquilibrage qui est quelque chose de très sain qui consiste à vendre les supports qui ont le plus progressé pour les ramener au poids qu'on avait souhaité avoir dès le départ. Donc si ça représente 12% au lieu de 10, on le ramène à 10 en réalisant des plus-values. Et inversement, sur les supports qui ont beaucoup baissé, on en remet pour le ramener à 10%. Donc ça, ce sont nos profils permanents. Et puis s'il y a un support qui déçoit, je vous ai expliqué ce qu'on a fait sur les convertibles, on peut faire des ajustements. Ça, c'est nos profils permanents, c'est facile à commenter. Et surtout, j'insiste là-dessus, on est le dernier grand assureur à communiquer de manière transparente et claire sur les performances de ses profils. Tous les assureurs ont des profils, on est les seuls à donner les résultats de nos profils dans la durée. Allez savoir pourquoi, c'est peut-être que par ailleurs, c'est pas très long. Après, sur le profil tonus, là, vous êtes sur un contrat à retraite. Donc, c'est des profils évolutifs. Ça veut dire que plus vous allez avancer en âge et converger vers l'âge de la retraite, plus votre profil va être sécurisé. Donc je ne peux pas communiquer sur le résultat du profil tonus parce que ça dépend de l'âge auquel vous l'avez souscrit et de l'évolution ensuite dans la durée vers les profils. Simplement, comme on est cohérent dans ce qu'on fait, on a respecté à certains âges des allocations qui correspondent à nos profils. Donc le profil tonus pour quelqu'un a priori d'assez jeune correspond bien au profil dynamique en assurance vie. Sur un investissement de 5 ans pour récupérer son capital, quel support? Alors, je vous rassure, avec le fonds euro, vous faites votre capital et puis 3-15% avec un effet cliqué. Donc, on a toujours un très très bon fonds euro. Et si vous voulez le doper, dans un reste multi-support, et si vous voulez prendre peu de risques, vous avez tous nos fonds à échéance, vraiment qui sont des très très bonnes solutions quand on a une forte allergie au risque. Et quand on accepte de prendre un peu plus de risques, il y a quand même pas mal de solutions pour dynamiser. Et je dirais, si vous voulez prendre de manière mesurée de l'exposition aux actions, j'insiste là-dessus parce que faut faire de la pédagogie, c'est pas toujours bien compris, mais si vous dites, moi je veux bien mettre un peu d'actions, mais pas trop, et puis je veux le faire de manière progressive, et puis je veux profiter des baisses de marché, c'est pour ça, parce qu'on pense que c'est un fonds très pédagogique, qu'on a ajouté la version progressive de Pictet Méga Tendance, et qui là vous permet aujourd'hui d'avoir surtout du monétaire, et puis l'occasion d'acheter, mais quand ça baisse. Donc vous pouvez vous constituer un profil, et là je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller, expert ou spécialiste patrimonial pour voir avec lui bâtir une allocation qui corresponde à votre objectif de limiter le risque, mais vous ne risquez, enfin, vous pouvez parfaitement bâtir des allocations avec une parfaite protection du capital. Combien de personnes travaillent à la MACSF sur tout ça? On est 12. Voilà. On n'a pas besoin d'être plus nombreux parce qu'on pense qu'il vaut mieux 12 artisans qui travaillent que 30 personnes qui ne font pas grand-chose. Ensuite, investir dans une assurance vie sur du moyen terme, 4 à 8 ans, est-il pertinent ou vaut-il mieux envisager d'autres placements? Alors, j'ai essayé de vous démontrer que la base de l'épargne en France, ça reste un bon contrat d'assurance vie. Donc, j'ai du mal à vous répondre autre chose que continuer de faire confiance à l'assurance vie. On a eu, il faut être très clair, on a eu avec les tensions sur les taux courts. Il faut que je vous explique un peu. Donc, quand on parle des taux, et quand je vous dis que les taux ont monté, je parle des taux longs. Mais les taux courts, c'est-à-dire ce qui rémunèrent vos SICAV monétaires, aujourd'hui, on est à moins de 2%. Donc, on a eu à un moment des taux courts qui étaient beaucoup plus hauts quand il a fallu lutter contre l'inflation. Et à ce moment-là, les banques étaient en capacité de vous proposer des comptes à terme avec des rémunérations qui pouvaient sembler attractives par rapport à l'assurance vie. Compte tenu du fait que la Banque centrale européenne a diminué ses taux courts de 4% à 2%, aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de concurrence dans les comptes à terme, dans les banques. Donc, continuez de privilégier l'assurance vie.
Merci de ce petit message, Monsieur Dupont. Merci de nous dire que c'était intéressant. On est ravis d'avoir répondu à toutes vos questions. On termine pile à l'heure. On espère que ça vous a intéressé. Et on vous rappelle, surtout, prenez bien soin de vous et passez une bonne année 2026.